Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, tous les intellectuels. Avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. La nouvelle coalition Manko Taxawu Sénégal à l'assaut de Benno Bokk Yakaar, comment l'analyser? Comment Benno Bokk Yakaar pourrait-elle faire face? Querelles et invectives à l'APR, quelles conséquences pour la coalition au pouvoir? La nouvelle polémique sur le pétrole et le gaz, quelle lecture faut-il en faire? Alassane Samba Diop et ses invités vont également débattre de la présidentielle française qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Les invités sont Mamadou Ndiaye, journaliste spécialiste des questions économiques, ancien de l'agence France Presse, et Momar Seyni Ndiaye, journaliste, analyste politique. Remue Ménage, 10h05, 11h sur la radio de toute l'actualité, avec Alassane Samba Diop. Dimanche 7 mai 2017, bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Merci, messieurs mes invités, d'avoir accepté d'être avec nous sur ce studio de la RFM, sur ce plateau de la RFM. Vous le savez, une nouvelle coalition, Manko Taxawu Sénégal, a été mise en place. Elle va à l'assaut de Benno Bokk Yakaar. Cette coalition des ténors de l'opposition, 10 têtes d'affiche qui ont décidé d'aller ensemble pour les législatives prochaines le 30 juillet prochain. Ils ont expliqué qu'ils veulent le redressement du Sénégal. Alors, Momar Seyni Ndiaye, quelle lecture faites-vous de cette nouvelle coalition qui vient de se mettre en place? Écoute, une grosse surprise, parce que pourquoi je dois très humblement reconnaître que je fais partie de ces observateurs, en fait, ce qu'on appelle des observateurs, qui avaient pratiquement prédit que l'union serait très difficile, voire quasiment impossible, compte tenu du lourd contentieux qui existe au sein de cette coalition, ces contentieux qui ont pratiquement évolué en une sorte de psychodrame quand on connaît les relations entre Idrissa Seck et le reste du PDS et ce qu'il en reste, et même par rapport aux autres membres de la coalition entre eux. Évidemment, je pense qu'ils ont quand même dû faire preuve d'une très grande transcendance pour pouvoir mettre en place cette unité au sein de l'opposition, pour l'instant qui est une addition de têtes de gondole, comme on dit. En fait, c'est beaucoup de personnalités symboliques, emblématiques de l'opposition qui sont rassemblées, qui ont manifesté leur intention de monter une liste, probablement avec un code de comportement, parce que sinon, effectivement, les choses iraient difficilement dans le bon sens. Apparemment, ils ont décidé que tous les membres, en tout cas les têtes de file de cette coalition, personne d'entre elles ne pourrait diriger la coalition si elle est candidate en 2019, ce qui laisse présager il y a de fortes chances que Abdoulaye Wade puisse être la tête de liste, ce qui est quand même assez paradoxal. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais pour l'instant, c'était vraiment une grosse surprise que je vois. Et puis, au fond, c'est une bonne chose que d'avoir de l'autre côté, une alternative solide qui est capable, effectivement, de faire face à la coalition Benno Bokk Yakaar pour que le débat soit clair au moins. Je pense que pour la clarté du débat politique, c'est une très bonne chose. Mamadou Ndiaye, vous avez la même lecture? C'est surprise? Non, pas surpris, mais je pense que on peut arriver quand même à la même conclusion que Momar sur l'aboutissement justement de ces frémissements d'union qu'on voyait venir. Rappelez-vous justement de cette petite omra qui a été organisée par un certain nombre de dirigeants de l'opposition qui sont allés voir Abdoulaye Wade à la Mecque. C'était un indice. Et puis ensuite, il y avait un effet religieux derrière tout cela. Donc, on a essayé de frapper justement l'imaginaire des Sénégalais en montrant justement des Sénégalais dirigeants se retrouver à la Mecque, immaculés de blancheur et qui peut-être même veulent maintenant porter un message messianique. Et quelques mois plus tard, quand autour effectivement d'une plateforme qui n'est pas encore bien structurée, je pense que Maman le précisera, donc autour de cette plateforme, ils essaient de s'organiser pour dire maintenant, nous allons au combat face donc à Benno unis. Je pense qu'ils ont fait un très grand pas. Mais il reste maintenant à terre les égos. Et puis ensuite, maintenant, le reclassement à l'intérieur justement de cette nouvelle coalition, c'est d'abord de voir comment
hiérarchiser les choses, puisque certains n'ont pas été aux élections pour qu'on puisse sentir leur poids politique ou bien leur poids électoral. Oui, justement, c'est cette question que beaucoup se posent au moment où le confectionne des listes. Comment ça va se passer entre différents ténors et aussi certains membres de ces partis politiques qui voudraient être députés. Mais c'est là vraiment le gros point noir dans lequel effectivement il sera difficile de se retrouver. Il est facile de faire une union par la tête, hein. Ce qui est plus difficile maintenant, c'est au niveau de la base. Comment d'abord la base va ressentir les effets de cette coalition? Parce que quand on parle de coalition, on parle forcément de sacrifice. Il faut procéder à des renoncements. Il faut faire preuve de beaucoup d'abnégation et de dire j'accepte au nom de la souveraineté, de renoncer une partie de ma souveraineté militante et politique pour quand même laisser à cette structure supra-partie de pouvoir constituer une liste, de gagner ici, de perdre par là. Et je pense que c'est là véritablement l'une des plus grandes difficultés. L'autre difficulté, c'est une fois qu'ils seront à l'Assemblée nationale. Parce que il est facile de constituer un groupe, d'aller à l'Assemblée nationale, mais la gestion de ce groupe pendant 5 ans reste également problématique parce que la fluctualité qu'il y a effectivement dans ces groupes, les sortes de transhumance, même si c'est réglementé à l'Assemblée nationale, un peu l'absence de constance même de ces députés qui très souvent changent de camp ou développent des conflits à l'intérieur. Je pense qu'il y a des menaces de conflictualité, il y a les germes de la conflictualité qui sont encore dans la coalition. Il faut les enlever définitivement, ce qui me paraît difficile. Donc la suite, ce sera de voir comment ils vont régler d'abord la question de la tête de liste. Est-ce qu'ils vont mettre Abdoulaye Wade ou pas? Ça, c'est déjà un gros problème. Hein. Parfaitement. Et puis, l'autre chose, il ne s'agit pas simplement de faire une juxtaposition justement de tête d'affiche, comme tu l'as dit, Alassane, dans ton propos liminaire. Il s'agit également de voir quelle est l'offre politique que justement cette nouvelle coalition présente à l'opinion. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a quand même disons une certaine comment on appelle un certain émiettement, n'est-ce pas, des franges de l'opinion sénégalaise, surtout de l'opinion politique. Mais elle a besoin d'être rassemblée autour justement d'une offre qui soit présente une certaine cohérence, mais présente également une certaine pertinence. Et du coup peut emporter maintenant l'adhésion des gens autour de la plateforme qu'ils vont dégager plus tard. Mais si c'est simplement une addition de personnalité en disant bon peut-être que oui ils vont s'opposer donc au régime en place, à mon avis c'est du haut-toi que je m'y mette. Et de ce point de vue-là également, comme moi me semble le dire, au niveau de l'Assemblée nationale, il ne s'agit pas justement de remplacer une cacophonie par une autre cacophonie. Non. Si on décide d'envoyer justement de nouvelles personnalités qui sont à la limite même qui connaissent parfaitement au moins un champ de compétences assez délimité de par leur parcours, quand ces personnalités-là doivent arriver à l'Assemblée nationale, c'est pour avoir un niveau de pénétration justement des dossiers, un niveau de contradiction avec justement les tenants du pouvoir, mais de façon à ce qu'effectivement tout ce que nous reprochons justement à cette assemblée-là soit maintenant banni pour de bon. On nous a dit que toutes nos assemblées étaient des assemblées dormantes, que c'était des assemblées sans initiative. Mais voilà que des personnalités maintenant décident d'additionner un peu et d'additionner leurs efforts et de se présenter unies face à disons au pouvoir, mais elles doivent aussi apporter, n'est-ce pas, non seulement un éclairage, mais une solution pratique aux problèmes justement que vit ce pays-là, et Dieu sait qu'il y a des problèmes. Est-ce que le fait de parler de cohabitation pour mobiliser l'opinion sénégalaise par rapport à cela, est-ce qu'il est possible d'avoir une cohabitation à l'Assemblée nationale vu la nature du régime au Sénégal? Écoutez, ça c'est les juristes, les spécialistes de la science juridique qui vont le dire, mais théoriquement nous sommes dans un régime présidentiel qui est dû par le simple fait qu'il n'y a pas, qu'il y a une différence en termes de temps, de temporalité entre les élections législatives et les élections présidentielles, par ce simple fait, le décalage qu'il y a, pose déjà les conditions de la cohabitation. Parce que je ne vois pas demain, si, par extraordinaire, la coalition Manko Wattu Sénégal, Taxawu Sénégal, arriver au pouvoir, enfin gagner les élections législatives, je ne vois pas comment le président Macky Sall pourrait ne pas leur confier le poste de Premier ministre. À moins de vouloir vraiment installer le pays dans une instabilité politique, je ne vois pas comment il ne pourrait pas désigner un Premier ministre au sein de cette nouvelle majorité. De toute façon, même s'il faisait le contraire, aucune de ces lois ne passerait. Il serait obligé de gouverner par ordonnance et pour cela, il a des limites. Ou alors, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais il ne peut pas le faire 2 fois sur l'espace de 2 ans. Donc, il y a des conditions qui font que, de toute façon, l'opposition aujourd'hui, en tout cas, travaille, pour répondre à votre question précisément, travaille à ce qu'on appelle la pédagogie de la cohabitation, à déjà préparer les Sénégalais à la cohabitation, en leur disant, si nous gagnons
ces élections législatives, si nous arrivons à amener une majorité à l'Assemblée nationale, nous serons dans l'obligation de diriger ce pays. Et là, je rejoins parfaitement le point de vue de mon ami Mamadou qui dit, mais pour quel programme? Pour l'instant, il faudra s'asseoir et dire par rapport aux réformes qui ont été promises par le président Sall et sur lesquelles il y a encore beaucoup d'insuffisances, qu'est-ce qu'ils vont faire à la place? Et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Le référendum a permis de faire émerger un certain nombre de droits qui sont, à mon avis, qui vont globalement dans le bon sens. Comment cette opposition va se comporter? Comment cette opposition qui pour la plupart, sauf certains d'entre eux, ont signé les assises, ont participé aux assises, vont faire par rapport à ce qu'on appelle ici le régime parlementaire? Il y a un certain nombre de réformes qui ont été portées par la CNRI, sur lesquelles l'opposition a fait des reproches au président Sall de ne pas les avoir apportées. Est-ce que eux, arrivés au pouvoir, ils vont faire peser leur poids politique pour mettre en œuvre ces réformes-là? Je pense que Mamadou a bien résumé la question. Fondamentalement, quel projet de société et vers quoi nous allons aller avec cette nouvelle assemblée? Si on observe la scène politique sénégalaise, aussi bien l'opposition que le pouvoir, on a l'impression que c'est les mêmes qui tournent autour du pot et les indépendants qui devaient peut-être venir apporter plus de qualité à l'Assemblée nationale, parce qu'on a dû essayer tout le monde, ces gens qui sont là. Bon, et même les indépendants aussi ont quelques velléités politiques, disons d'être dans des positions partisanes, créer des partis. Je pense peut-être à l'ancien Premier ministre qui, aussitôt sorti du gouvernement, a pensé peut-être créer un parti politique. Je pense à ce jeune Sonko qui également avait un discours très très pénétrant quand il n'était pas justement dans des positions partisanes, mais du jour au lendemain où il a créé son parti politique, maintenant il s'aligne. Voyez-vous. Et donc ces personnalités indépendantes, elles ont une difficulté existentielle au plan politique. C'est-à-dire que voilà, c'est les formations traditionnelles qui sont là, et quand de nouvelles personnalités émergent, leur positionnement pose problème. Mais c'est l'expérience vers laquelle nous allons. C'est une expérience plus ou moins inédite. D'abord, il y a probablement un retour d'un vieux cheval, c'est en l'occurrence Maître Abdoulaye Wade. Et du coup, je pense que quand dans leur gentleman agreement, ils disent probablement que ceux qui postulent à la candidature à la députation peut-être ne devraient pas nourrir d'ambition présidentielle. Donc ça peut d'une certaine façon freiner un certain nombre d'élans ou bien freiner un certain nombre d'ambitions. Oui, mais le problème est différent. Il n'est pas réglé, je pense non, il n'est pas encore réglé, mais au moins le fait qu'il soit simplement. On diffère le problème, mais en réalité. Oui, bon, c'est une façon, comme disait Parambo, disons fort. On crée des commissions justement pour ne jamais résoudre un problème. C'est ça. Mais ici, la question c'est que au moins quand même, il y a des hommes d'expérience dans l'opposition. Ils ont goûté aux délices du pouvoir, ils ont été à la manœuvre dans les appareils justement d'exécution. Mais justement, on les a essayé à un moment ou un autre. Est-ce qu'ils ont changé fondamentalement la vie mais certainement, ils ont beaucoup échoué aussi. Oui, mais bien sûr, les échecs. Mais peut-être que on apprend beaucoup de ces échecs. On apprend beaucoup de ces échecs. Mais puis ensuite, les épreuves également ne peuvent pas surprendre les Sénégalais. Non, du tout. Mais il faut que parfaitement. C'est des choses qu'on verra bien. Le PDS, pour la plupart aussi, on l'a vu à l'œuvre pendant 12 ans, et on a vu ce qu'ils ont fait. Mais si tout le monde part au suffrage, les Sénégalais ne peuvent choisir que ce qu'il y a sur le plateau. Si peut-être maintenant toutes les offres politiques tournent autour d'anciens ou de nouveaux, ou bien peut-être d'anciens et nouveaux, ou bien de nouveaux anciens, écoute, le choix n'est pas aisé. Mais le temps n'est pas encore également donné à certaines personnalités individuelles, à certaines individualités marquantes, de pouvoir se positionner et ensuite d'être vraiment beaucoup en vue, parce que le temps est très court, et je crois que la recomposition quand même a quelque chose d'intéressant, parce que certains vont taire leurs propres égos. S'ils veulent au moins conquérir le pouvoir par les législatives, et ensuite nous donner maintenant une idée de la façon dont peut-être ils peuvent conduire les affaires publiques par rapport au pouvoir en place, eh bien là nous sommes dans un schéma inédit. Momar a raison de dire peut-être que les juristes et les juristes peuvent peut-être travailler un peu sur cette perspective-là. Mais rappelez-vous, en France, quand pour la première fois justement il y a eu cohabitation entre le président Mitterrand et Chirac, mais évidemment il y a ce qu'on a appelé simplement le précaré, que le président a une emprise sur un certain nombre de départements, la défense, par exemple, de souveraineté. Mais je pense qu'aussi on a choisi des personnalités plus ou moins ondulantes, on dirait, c'est-à-dire qui sont capables d'être à la fois sensibles aux idées de la gauche et aux idées de la droite, pour pouvoir peut-être occuper un certain nombre de positions. Rappelez-vous de Balladur.
Voyez-vous. Bon, ça nous éloigne un peu de notre préoccupation et je pense que mon ami Omar n'aime pas trop qu'on s'apesantisse sur les questions de France. On y arrivera. Mais l'idée ici, simplement, c'est que il commence à s'organiser pour aller à la bataille, justement, des législatifs. Une chose est de se préparer et autre chose est de les gagner. Mais pour l'instant, rien n'est encore gagné. Mais le pouvoir en place aussi observe les évolutions. Peut-être qu'elle aussi, elle a une réponse, mais pour l'instant, elle tait sa réponse. J'ai entendu simplement hier un maire, justement, de Dakar, dire dans la banlieue que la cohabitation est une très mauvaise chose pour le Sénégal. Mais il n'avance pas d'argument. Si, par exemple, la Constitution ne l'exclut pas, je ne vois pas pourquoi peut-être on ne l'envisagerait pas si tant est que les Sénégalais donnent leur suffrage à des gens qui peuvent peut-être au moins contrebalancer les abus du pouvoir. La cohabitation n'est pas en soi souhaitable. Elle est comme vous le dites bien, Mamadou, si dans les faits, elle est prévue par la Constitution, dans les faits, il faudra quand même s'y conformer. Mais en réalité, on a quand même besoin d'un régime stable, où il y a une conformité entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. S'il y a effectivement une dichotomie nette entre le président de la République et l'Assemblée nationale, cela pose des problèmes, effectivement. Dans les batailles Perron, on se rappelle effectivement c'est que les combats épiques que Mitterrand et Chirac se sont livrés, même lors de la deuxième cohabitation entre Chirac et Jospin, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Il y a des domaines de souveraineté, effectivement, sur lesquels le président de la République va peser, c'est l'armée, c'est les affaires étrangères, l'intérieur, et tout ça. À la limite même, le ministère de l'Intérieur, c'est des choses sur lesquelles le président entend donner véritablement marquer son empreinte, mais sur lesquelles aussi, on voyait souvent dans les conférences internationales, le premier ministre Chirac se met à côté de c'est arrivé à Tokyo. Ils sont allés tous les deux à ce sommet. Absolument. Être à la même conférence. À la même conférence. Et puis, arriver dans des avions différents avec des protocoles. Donc, c'est jamais souhaitable en soi, en termes de stabilité, mais notre démocratie est une démocratie dynamique. Nous avons un régime présidentiel et qui, aujourd'hui, dans les faits, impose quasiment la cohabitation par le simple fait qu'il y a une différence de date un décalage de date entre les élections législatives et les élections présidentielles. Ah, ça, la seule différence, aujourd'hui, le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale. Donc, de ce point de vue-là, on peut penser que les germes de la cohabitation sont plantés. Et puis ensuite, je pense que si on est dans ce scénario-là, parce qu'effectivement, nous ne sommes que dans un scénario. Si, par exemple, demain, l'opposition remporte les législatives, évidemment, je ne suis pas là pour peut-être faire un peu des pronostics de cette nature, mais on est dans des hypothèses qui sont plus ou moins aléatoires. Mais si dans l'hypothèse où l'opposition arrive au pouvoir, c'est-à-dire que c'est le parti arrivé majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale qui devrait pouvoir au moins désigner. Mais là, c'est une coalition, c'est pas un parti. C'est un parti, c'est plus facile. Non, mais je veux dire, le président de la République, il a maintenant une nouvelle lecture de la conjoncture politique. À l'issue justement d'une victoire peut-être éventuelle de la coalition. La difficulté, Mamadou, c'est que si jamais la coalition Benno Wattu Sénégal, Tahaou Sénégal, Manko Sénégal arrive au pouvoir, le président de la République, il a le choix sur 10 premiers ministres. Donc, il peut choisir 10 premiers ministres. Donc, voilà déjà la difficulté. Ça veut dire qu'il faudra discuter avec chacun d'entre eux pour voir celui avec qui il se conformerait le plus ou le mieux. Donc ça, c'est déjà une difficulté majeure. Pourquoi? Dans les faits, évidemment, la cohabitation est conflictogène et il faut quand même essayer de faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans les majorités. Mais c'est pas ça, c'est pas nous qui décidons. Mais à mon sens, il n'y a pas lieu disons, d'avoir peur un peu de ces perspectives-là, parce que quand même si c'est à des dimensions plus réduites, on a connu des cohabitations aussi du temps de la majorité élargie présidentielle. Abdou Diouf a cohabité avec Abdoulaye Wade dans un même gouvernement où il y avait... mais c'était pas permets-moi simplement de dire que Abdoulaye Wade, à l'intérieur de ce gouvernement-là d'alors, avait une certaine liberté tant que n'avait pas peut-être un Djiboka ou peut-être un Robert Sagna. Bon, mais non, quand même, on appelle ça coexistence en politique. La cohabitation. Non, c'est pas une cohabitation. Je dis simplement que bon, voilà, c'est deux personnalités politiques. On l'a expérimenté à une échelle réduite entre deux personnalités à des humeurs différentes et puis qui avaient par exemple disons de fortes caractères. De partir à chaque fois qu'il y avait des différences. Mais justement aujourd'hui, Momar, par rapport à cette situation, est-ce que la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, peut faire face? Mais elle peut faire face. Comment? Aujourd'hui, parce que tout simplement, c'est un assemblage de responsables qui ont des poids politiques certains. D'ailleurs, si vous remarquez, chacun, ou en tout cas l'essentiel de ces 10 responsables, gagne plus ou moins dans leur localité. Je parle de la coalition Benno Bokk Yakaar. Est-ce qu'il Benno peut faire Bokk face Yakaar à Manko Taxawu Sénégal? Écoutez, de toute façon, moi, ce que je remarque, c'est que depuis 2012,
Benno Bokk Yakaar a gagné toutes ces élections. C'est clair. L'élection présidentielle, l'élection législative, en nombre. L'élection des municipalités et de la localité, le référendum, même si le taux qui a été affiché n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre pour un référendum plébiscitaire, il faut dire que toutes les élections jusqu'ici ont été gagnées par la coalition Benno Bokk Yakaar. Même si l'essentiel des villes comme Dakar, Ziguinchor, Mbacké, Thiès sont restés un peu dans le giron de ce qu'on peut appeler l'opposition. Donc, de ce point de vue-là, on peut penser que dans la dynamique actuelle, Benno Bokk Yakaar pourrait être majoritaire. Pourrait. Mais au niveau à quelle hauteur? C'est clair que entre-temps, maintenant, ce qui s'est passé entre 2012 et maintenant, on a vu le gouvernement à l'œuvre. C'est aux électeurs de dire si effectivement les réformes qui ont été mises en place, qui ont été promises par le président Macky Sall, ont donné des fruits qu'ils attendaient, est-ce que, comme le dit Yakaar, est-ce que les Sénégalais aujourd'hui ont de l'espoir pour la suite? Parce que l'expérience a prouvé que on peut avoir un bon bilan économique et perdre des élections. Wade est là pour le prouver. Justement, voilà est-ce que la coalition Benno Bokk Yakaar a un bilan aujourd'hui à présenter aux Sénégalais pour les législatives? Moi, je pense que ils peuvent présenter un bilan. Maintenant, tout est dans la façon de le présenter. Tout est aussi dans la façon de montrer l'évidence justement de ce bilan-là. Parce que quand même, certains actes très majeurs ont été posés par le président de la République, et impulsés par le président et peut-être activés par le gouvernement. Mais, Alassane, je crois savoir, et je parle sous le contrôle de Momar, peut-être que depuis au moins une vingtaine d'années, nous assistons à chaque fois au renouvellement des élections à des coalitions. C'est-à-dire que les partis politiques ont cessé d'être justement des partis voulant aller à la bataille pour gagner et pouvoir gouverner. Et peut-être aussi que ces partis politiques sont maintenant convaincus qu'il faut ramener les prétentions à de justes proportions, parce que aucun parti politique ne peut même plus s'imposer dorénavant. Ça veut dire quoi, selon moi? On clôt un cycle, c'est le cycle des héros. C'est fini maintenant, que je sache. Parce que quand même, on devrait pouvoir sentir un leader émerger tant à l'opposition que dans le pouvoir pour essayer justement d'incarner d'un côté les résultats ou bien la réussite justement du gouvernement et dans l'opposition une force de proposition incarnée justement par un leader. Mais ces choses-là commencent à disparaître. Quand je vois le PDS aller dans des coalitions, quand je vois le Parti socialiste lui-même s'enquiloser dans des coalitions, diluer justement ses efforts dans la coalition, c'est que maintenant l'échiquier politique est en train justement de se mouvoir. On assiste peut-être à une reconfiguration, peut-être même à une recomposition, pour ne pas être aussi violent, à une recomposition de l'échiquier politique, si bien que dans les semaines à venir... Mais est-ce que cela n'est pas dû à une montée de conscience citoyenne? Que les citoyens comprennent aujourd'hui que les partis politiques, les leaders dont on dit, ils sont pas différents de nous, ils font pratiquement la même chose que nous, qu'il y a des intelligences aussi, c'est d'autres Sénégalais. Mais vous avez d'autant plus raison qu'en vérité, les candidatures individuelles sont admises, sont acceptées maintenant. Mais elles ont des difficultés aujourd'hui à pouvoir peut-être simplement prospérer parce que d'abord, la question du temps se pose à ces individualités-là, mais aussi la question des moyens, parce qu'en politique, c'est un investissement en termes de projection, en termes de vision, mais en termes de perception et en termes aussi de pénétration justement de par ces idées, les populations pour peut-être les transformer en force, comme dirait l'autre. Mais l'idée simplement, c'est que aujourd'hui, quand même, ces coalitions-là se cherchent. Et maintenant, dans une perspective de durée, peut-être que ces coalitions vont fixer maintenant les positionnements politiques pour rejoindre un peu Momar qui dirait qu'à partir justement de cela, peut-être maintenant l'échiquier politique va être plus lisible, plus clair, plus tangible. Et de ce point de vue maintenant, on n'aura plus sans doute ces vases communicants où peut-être quand je ne suis pas content, je quitte une majorité, je vais à une autre, ou bien quand je suis peut-être fâché avec mes partenaires, eh bien je les quitte pour aller ailleurs. Oui, pendant ce temps-là, on constate que le parti quand même dit parti au pouvoir, de la paire, des querelles intestines, des invectives, des insultes. À la limite, les Sénégalais se demandent est-ce qu'il y a un patron
à bord du navire. Effectivement, le visage que la paire a présenté ces temps-ci est un visage âpre, pour ne pas un peu parodier un peu quelqu'un d'autre qui disait que APR ça veut dire âpre. En vérité, le problème est très simple à comprendre. C'est un parti jeune qui est arrivé au pouvoir dans des conditions difficiles en n'ayant pas beaucoup expérimenté l'opposition. C'est un parti qui a eu du mal à se structurer, qui a encore beaucoup de mal à se structurer et qui s'est organisé par le haut et rarement par la base. Il y a eu c'est une coalition aussi de partis avec Macky 2000, des partis plus ou moins individuels, des mouvements qui étaient plus ou moins dans la société civile et qui étaient heurtés par la chute de Wade. Et ils arrivent au pouvoir comme ça de façon très surprenante parce qu'effectivement, le président Macky Sall perd pas grand monde, en tout cas, ne l'attendait au pouvoir. Dans des conditions comme ça, exercer le pouvoir devient extrêmement difficile parce que le temps de s'organiser, il y a le partage des postes, il y a le partage des responsabilités et il y a surtout la peur de se structurer. Parce que à chaque fois que vous vous structurez, vous vous comptez. À chaque fois que vous vous structurez, vous créez des frustrations et probablement aussi des départs. Je pense que l'APR est confronté à cette difficulté. Et ce qui est dommage, ce qui est en tout cas regrettable pour eux, évidemment, c'est qu'ils aient mis autant de temps à se structurer. Et je pense que c'est quand même un peu difficile. Mais je dois aussi faire remarquer une chose. Tout à l'heure, on a parlé de la coalition Manko. Il y a quand même des absents dans la coalition. Abdoul Mbaye n'y est pas. Abdoulaye Baldé aussi. Baldé n'y est pas. Pour l'instant, Baldé n'y est pas. Il est d'ailleurs, il paraît que son dossier sur la CRI a été réactivé. Je pense que ça pose effectivement quelques petits problèmes. Bon, il y a en réalité, pour répondre à ta question, une décomposition politique, comme l'a dit Mamadou, il y a aussi une érosion, voire carrément une neutralisation complète des partis historiques. Aujourd'hui, un parti comme le Parti Socialiste est complètement éclaté. Là, une bonne partie est partie chez Khalifa Sall. L'AFP, Malik Gakou a pris l'essentiel du parti. Il reste un parti dans le gouvernement, mais pas un parti de gouvernement. On a l'impression que ces deux grandes forces politiques ont renoncé véritablement à exercer le pouvoir. Il y a également les autres partis de gauche qui ont tenté de s'organiser en l'ALD-MPT, le PIT, RTAS, qui sont aujourd'hui dilués dans la majorité et qui, effectivement, ont perdu leur liberté de parole, leur liberté de critique et qui, aujourd'hui, sont obligés d'accepter la dynamique unitaire au sein de Benno. Et on a maintenant l'émergence de nouvelles figures emblématiques de l'opposition. Peut-être pas trop nouvelles, mais comme Sonko, comme Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye et même Mansour Sy Djamil. Je pense que quand même quelque part, il incarnait une certaine nouveauté dans la classe politique. Le problème, c'est pour ces petites forces, ces forces-là, c'est leur représentativité électorale. Donc, et le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire exactement, et ça, peut-être que l'approche d'Abdoul Mbaye est peut-être à expérimenter. Il dit, nous sommes des forces nouvelles. Nous ne pouvons pas nous diluer dans une coalition parce que nous ne nous compterions pas. Il vaut mieux que nous y allons individuellement pour savoir ce que nous faisons. Une fois à l'Assemblée nationale, nous pourrons peut-être tisser des interactions et voir comment on peut. Donc, il y a une formidable recomposition politique. Pour ce qui concerne le bilan maintenant de Benno, c'est un bilan mitigé. Je pense que sur le plan économique, il y a des choses intéressantes qui sont en train d'être faites à travers le plan sénégalais émergent, mais sur le plan politique, aujourd'hui, effectivement, il y a quand même des problèmes sur le plan politique. On a l'impression que sur un certain nombre de questions, notamment la question des manifestations, il y a un recul parce que, évidemment, on a moins d'espace de liberté pour cela. Alassane, je t'apporte une petite bonne nouvelle. Au plan social, tu sais que les syndicats se sont jaugés et sont allés à des élections et maintenant on sait au moins, qui est qui. Les syndicats des enseignants. Je veux dire les syndicats des enseignants. Je veux dire qui est qui. Voilà. Au moins certains qui pensaient peut-être être sortis de la. Il y a une clarification nette. Mais peut-être que si on glisse un peu vers l'espace politique, on devait aller dans ce sens-là. J'ai l'impression, oui, que compte tenu des mutations politiques, mais on a suffisamment reproché à l'opposition de ne pas se regrouper pour aujourd'hui le reprocher de s'organiser. Je pense que, compte tenu de cette évolution dans la classe politique, peut-être que des candidats... Mais moi, la question intéressante dans tout ça, dans tous ces recompositions, ces positionnements, ces repositionnements, où est le Sénégal? Où sont les Sénégalais dans tout ça? Est-ce qu'on s'occupe de leur vie, de leurs problèmes, bonne question, de leurs difficultés? Oui, mais... Parce qu'on a l'impression qu'on se bat pour de la place. C'est la lutte des places. Ce n'est plus la lutte des classes. Mais, belle formule là. On dit la lutte des places. Mais Alassane, posons-nous aussi la question de savoir où se situent justement les relais d'opinion que vous êtes, par exemple, vous les médias.
vous avez joué un rôle extraordinaire dans la consolidation de notre démocratie. Mais à un moment donné, peut-être les politiques ont plus ou moins laissé en marge les médias. Quand chacun arrivant au pouvoir n'a pas essayé de composer avec les médias pour en faire justement non seulement une force, n'est-ce pas, disons, qui s'oppose aux habits de pouvoir du pouvoir, sans devenir elle-même un pouvoir. Mais on a marginalisé un peu les médias. Et c'est donc aux médias. Les médias sont aussi malades. Bien sûr, mais je vous dis simplement, c'est aux médias donc de se recentrer. Les médias sont infiltrés par des gens qui viennent de nulle part. Et bien évidemment. Maintenant, la complicité des patrons. Maintenant, la question que tu poses. La question que tu poses, enfin, ma modeste réponse, c'est que les Sénégalais également ont besoin d'être informés pour pouvoir peut-être procéder à des jugements judiciaires. S'ils sont mal informés, mais ils choisissent mal. Si par contre, ils sont très bien informés, ils opèrent des choix qui sont très judicieux pour eux et ils savent mettre leurs intérêts au devant. Et ça, qui peut leur permettre de le faire? C'est comme il l'a dit Momar, une certaine pédagogie justement de l'opposition pour aller expliquer, pour aller au fond mouiller la chemise et retrousser les manches. Ça, c'est un aspect. Mais maintenant, il y a aussi un secteur qui devrait justement être un secteur d'objecteurs de conscience. C'est les médias. Si maintenant les médias sont parsemés justement par des forces d'argent, par des forces occultes d'influence, il est bien évident que le discours politique ne peut pas pénétrer les masses, mais il est bien évident également que le choix devient un choix très difficile et ensuite on est justement dans un marais où on ne sait pas quelle est la direction justement. Alassane, je pense avoir un début de réponse à ta question, qui est une question intéressante. Dans tout ça, que deviennent les Sénégalais? Eh bien, à la lecture du nombre d'inscriptions sur les listes électorales, on peut déjà avoir un début de réponse. L'ancien fichier comportait à peu près 5 500 000 électeurs, 5 400 000 et poussières. Aujourd'hui, on est à 6 millions et plus de poussières. Sont-ils allés se présenter volontairement ou bien ont-ils été poussés, embrigadés? Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on s'est été inscrit. Je ne veux pas être dans le domaine. Non, parce que Alassane veut que justement le citoyen, lui-même sujet conscient, exerce effectivement sa prérogative d'aller s'inscrire là. Je ne peux pas donner de réponse parce que je ne suis pas derrière chaque citoyen. C'est évident. Pour voir comment il a été. Je constate simplement par il y a une augmentation. Il y a une augmentation. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Cela veut dire simplement que il y a au moins des efforts de mobilisation de l'électorat. Je dis bien des efforts de mobilisation. Est-ce que c'est une mobilisation volontaire ou spontanée ou est-ce que c'est une mobilisation actionnée? De toute façon, l'électeur qui va seul dans l'isoloir est le seul à pouvoir dire ce qu'il va faire de son bulletin de vote. Et de ce point de vue-là, je ne veux pas trop anticiper dans un sens comme dans l'autre, mais je constate simplement que si on considère que dans l'ancien fichier, il y avait à peu près entre 800 000 et 1 million de stocks morts, c'est-à-dire de personnes dont on ne savait plus où les trouver. Donc, ça ramenait le fichier à peu près à 4 millions. Aujourd'hui, on est à 6 millions. Ça veut dire qu'il y a à peu près 2 millions d'inscriptions supplémentaires. Maintenant, Mamadou a raison de se demander comment ces gens sont venus dans ce fichier. Moi, personnellement, je n'ai pas la réponse, mais ce que je constate, c'est à Dakar uniquement, vous avez 200 000 inscriptions supplémentaires à Dakar. On est passé de 600 000 à plus de 800 000 inscrits sur les listes. C'est quand même une mobilisation extraordinaire qui peut avoir les significations, en tout cas l'interprétation qu'on voudra bien lui donner. En revanche, dans certaines villes même qui sont tenues par les ténors, et c'est important d'analyser ces statistiques-là, on sent quand même un très grand frémissement, c'est-à-dire une augmentation sensible à Thiès, à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Mbacké, où effectivement la majorité perd souvent les élections, nous avons senti un véritable frémissement. En revanche, dans une ville comme Pikine et Guédiawaye par exemple, Guédiawaye a perdu 14 000 électeurs en moins entre l'ancien et le nouveau fichier. Ce qui est quand même extraordinaire. Alors que Pikine n'a gagné qu'à peu près 70 000 électeurs. Ça veut dire tout simplement que dans les bastions traditionnels de Benno Bokk Yakaar, on sent que la mobilisation a été difficile. C'est pourquoi moi je vais essayer de lire avec beaucoup de prudence, d'interpréter beaucoup de prudence ces chiffres-là pour voir la motivation des uns et des autres. Pour conclure, j'ai eu l'occasion, en faisant un petit peu le tour des centres d'inscription, d'entendre aussi la complainte des Sénégalais, qui ont manifesté quand même un certain nombre désir de s'inscrire, de s'inscrire et de pouvoir utiliser leur carte.
dans le sens qu'ils voudront, parce que c'est à eux, au fond, qui, au dernier moment, décideront. Et c'est à ce niveau que c'est intéressant, parce qu'il faut que le citoyen, justement, puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'il s'exprime sans peut-être, être un peu, embrigadé, quoi. Ça, c'est un aspect. Mais, Momar a souligné un aspect qui est très important. Aujourd'hui, quand on fait la lecture, n'est-ce pas, électorale du pays, on s'aperçoit qu'il y a des fiefs. Quand on regarde la carte, on voit des fiefs. Ziguinchor, probablement, il y a une personnalité émergente. Thiès, il y en a. Saint-Louis, il y en a. Kaolack, probablement. Dans une moindre mesure, Dakar. Mais peut-être aussi avec aujourd'hui l'effet Khalifa Sall. Il est possible, n'est-ce pas, qu'il y ait une certaine crispation et du coup, une agrégation justement de force autour de cette personnalité qui est pour l'instant incarcérée. Mais ça montre simplement que quand même, ces dynamiques-là devraient résulter, n'est-ce pas, une nouvelle lecture, n'est-ce pas, de l'échiquier politique. Mais peut-être que c'est un frémissement, comme il l'a dit mon ami Momar. Mais l'idée, c'est simplement de voir qu'aujourd'hui, puisque les forces sont plus ou moins dispersées à l'échelle du pays, la recomposition prendra en compte effectivement ces fiefs électoraux qui appartiennent, autant pour moi, qui n'appartiennent à personne, mais qui sont quand même aujourd'hui conquises, n'est-ce pas, par des personnalités politiques et qui en font maintenant leur levain, c'est-à-dire le levier politique pour pouvoir peut-être avoir maintenant des ambitions extraterritoriales. En tout cas, on a comme l'impression qu'aujourd'hui les villes, en tout cas quelques-unes des grandes villes, qui composent quand même à peu près 25 à 35% de l'électorat, sont quand même de façon systématique dans le bastion de l'opposition et que l'électorat du président Sall s'incruste véritablement dans le monde rural. Et ce n'est pas étonnant d'ailleurs que le président ait beaucoup investi dans le monde rural. Souvenez-vous, toute sa politique sociale, la CMU, les bourses de sécurité familiale, sociales, tout ça s'oriente effectivement vers cet électorat qui lui semble relativement fidèle et qu'il aura peut-être de plus en plus de mal à conserver compte tenu de la loi sur la décentralisation qui va vers la communalisation intégrale. C'est-à-dire qui va, de fait, augmenter le taux d'urbanisation de la population sénégalaise. Et si ça, c'est des réalités, effectivement, qu'il faut absolument mettre en ligne, prendre en ligne de compte dans l'analyse. Et si maintenant l'APR a conscience, effectivement, de la force qu'elle peut représenter si elle sait taire ces divisions, à mon avis, elle peut quand même aussi présenter un certain nombre de choses relevant justement d'un bilan positif favorable du président de la République. Mais tout est dans l'explication, Alassane. Tout est dans l'explication. Mais la communication n'est pas l'action. On peut expliquer tout, mais en réalité, c'est comment vivent ces populations, comment ils vivent ces transformations sociales. Il y a effectivement des mesures sociales qui ont accélérer les transformations sociales dans le monde rural. Ça, il faut bien le voir. Le PUDC a des effets extrêmement positifs aujourd'hui dans le monde rural. Croisé avec le PSE, ça commence à donner des germes de transformation dans le monde rural. Mais attention, aujourd'hui, comme il le dit, effectivement, un bon bilan n'a jamais été un argument électoral. Il y a que, aujourd'hui, est-ce que les populations sentent véritablement de l'espoir pour ce qui reste à venir. L'APR est venu au pouvoir. L'APR est venu, enfin, je veux dire que l'APR, dans la coalition, justement, qui est représentée, est arrivé au pouvoir avec quand même quelques difficultés de naissance. Parce que le parti n'était pas structuré quand ils étaient dans l'opposition. Il n'est toujours pas. Et du coup, ils arrivent au pouvoir, maintenant, empesés dans des difficultés pour peut-être prendre le quotidien. Voilà, donc la structuration aussi a été repoussée justement au calendrier grec. Si bien qu'aujourd'hui, tout le monde revendique la même légitimité par rapport à la victoire justement du président. Et personne ne se détermine en disant, moi je vais me poser quand même pour savoir ce que je vaux et ensuite peut venir me prétendre... La difficulté majeure de c'est l'armée mexicaine. Oui, non, mais même pas la difficulté de l'armée mexicaine ou armée arabe, ça dépend comment on va l'appeler. Mais en réalité, aujourd'hui, la difficulté de la paix réside dans le seul fait qu'au moment où je vous parle, en tout cas jusqu'à plus ample informé, la paix n'a pas encore désigné sa tête de liste. Aujourd'hui, il y a plusieurs noms qui sont avancés, il y a plusieurs profils qui sont avancés, il y a des critères qui sont mis en avant pour désigner, alors que du côté de l'opposition, on commence quand même à s'organiser, même si on a quand même des doutes que, compte tenu de son âge, le Messi Wade quand même puisse être en mesure de pouvoir mobiliser. Donc Wade n'est pas un Messi, il peut pas organiser sa résurrection tous les 10 ans. J'ai entendu ce matin le directeur de cabinet du président de la République, M. Youm. Et je pense qu'il était à un ralliement politique. Et puis ensuite, il y a eu donc des échauffourées entre donc des forces. Bagarre, oui. Voilà. Ça, il faut réécouter justement son discours. C'est pour dire simplement que au sein de la paix également, la conscience commence à prendre que
si on continue comme ça, d'abord on s'affaiblit et on s'affaiblit davantage face. Mais de toute façon, vendredi soir, il y avait une réunion de l'APR, en principe présidée par le président de l'APR, qui devait quand même remettre les choses à plat. Mais si cette réunion n'a pas abouti à des résultats positifs, on peut sentir également quelques frémissements. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut faire attention, faire la différence entre le nombre de cartes d'identité renouvelées et le nombre d'inscrits. Je peux avoir non, les cartes d'identité sont des cartes d'électeurs aussi, hein. Non, mais les cartes d'identité sont des cartes multifonctionnelles, qui peuvent effectivement nous aider. Mais ensuite, maintenant, pour les personnalités les jeunes Sénégalais qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire parce qu'ils ne sont pas atteints par la limite d'âge, pourront le faire après ces inscriptions dans les commissariats. Donc, il faut bien faire la différence. Si vous voulez avoir une carte d'identité nationale pour les simples besoins d'une carte d'identité, vous allez dans les commissariats, mais on peut supposer que les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales sont en principe intéressés par la carte multifonctionnelle. Moi, s'il y a plus de gens sénégalais qui sont inscrits sur les listes électorales ou bien qui ont la carte d'identité, ce que je peux saluer et ce que je veux saluer, c'est l'esprit citoyen. L'autre point de notre débat, c'est la nouvelle polémique sur le pétrole. On a vu que Total a reçu des blocs de pétrole que Petrotim avait contesté à un certain moment en disant que c'est bien. Le gouvernement a fait un communiqué en disant qu'ils avaient annulé les contrats de Petrotim parce qu'aujourd'hui ils n'avaient pas mis l'argent qu'il fallait, les investissements qu'il fallait. Comment comprend-on aujourd'hui depuis lors cette polémique sur le pétrole qui n'arrive pas? Mais le pétrole, c'est un guêpier. C'est un vrai guêpier. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement a beaucoup de mal à s'en sortir. Les Sénégalais n'y comprennent pas grand-chose, d'ailleurs, y compris même les économistes les plus ardus. Il est évident qu'il y a un devoir pour le gouvernement un peu d'apporter des éclairages très nets sur cette affaire. En mars dernier, en janvier, le président de la République s'est rendu en France où il a signé des contrats avec Total. Pour l'instant, compte tenu de la confidentialité qui entoure ces contrats, on ne connaît pas la teneur de ces textes, mais effectivement, on aimerait bien savoir ce qui a été signé et ce qui a été mis de côté. De ce point de vue-là, compte tenu de normalement, avec l'initiative l'ITE, on doit savoir... oui, dans l'initiative l'ITE, normalement, vous avez une composition assez hétéroclite de personnalités qui viennent de partout. L'initiative pour la transparence des industries extractives, effectivement, normalement, la présence de la société civile et même de certains éléments de l'opposition dans ce cartel aurait pu peut-être nous aider à y voir plus clair. Mais, comme vous le savez aussi, dans le pétrole, le pétrole est quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a beaucoup d'obscurité dedans. On n'y voit pas très bien clair. Même les meilleurs spécialistes se perdent là-dedans. Et aujourd'hui, c'est au gouvernement ou à l'Assemblée nationale de prendre des initiatives parce que aussi, tout à l'heure, Mamadou parlait d'une Assemblée nationale dormante, mais il faut quand même qu'elle se réveille un tout petit peu. Ou quand elle se réveille, c'est pour des conflits très subjectifs. Je pense que l'Assemblée nationale devrait prendre des initiatives parlementaires, mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour qu'on nous éclaire sur cette affaire-là. Et pourquoi pas, dès aujourd'hui, le gouvernement, à mon avis, doit anticiper pour créer un petit secrétariat, un mini-ministère du pétrole pour agréger toutes les compétences, essayer déjà de préparer les Sénégalais par la formation, par l'information, par la communication et par les textes administratifs, les procédures, expliquer aux gens ce qu'il en retourne, de quoi il en retourne, plutôt que de mettre en place une commission ad hoc, qui n'a pas la légitimité d'un ministère, qui n'a pas tout le poids d'un petit ministère, et pour effectivement mettre en œuvre une politique de communication, d'information et sensibiliser les gens. Cette histoire-là, je pense qu'il faut qu'on en sorte le plus rapidement possible, et c'est justement un des facteurs qui dégrade l'image du gouvernement, parce que l'opinion a l'impression que ce n'est pas clair. Et tant que le gouvernement ne fera pas l'effort de communication qu'il faut pour dire les choses, et la démission du ministre aujourd'hui ajoute encore à la confusion. C'est quand même extraordinaire. Ce ministre était en janvier avec le président à Paris. Il était là quand on signait le contrat avec Total. Et pourquoi, à l'époque, il n'a pas éventuellement exprimé ses émotions, ou en tout cas ses récriminations s'il avait des choses à dire? On n'y comprend absolument rien. C'est vraiment la nébulosité complète. Mamadou Ndiaye? L'autre nom du pétrole, c'est l'or noir. C'est dire simplement que, voilà. C'est dire simplement que quand le pétrole s'appelle également or noir, et que... C'est des richesses. Tout à fait, oui, mais je veux dire... L'image. C'est noir. Et ensuite, quand le flou également se conjugue à la confusion,
tout est sombre. Hein. Donc il faut qu'on sorte de ce clair obscur pour ne pas être aveuglé. Ça veut dire quoi pour moi? Je pense que le président de la République, en tout cas pour ce qui le concerne, il a été relativement inspiré en mettant en place une structure qui s'appelle le COS, je crois. Hein, c'est le COS Petrogaz. Le COS Petrogaz. Oui. Peut-être que c'est dans la composition, peut-être c'est dans la composition qu'il va falloir revoir les choses. Mais pourquoi le président, pas le secrétariat d'État du pétrole? Mais mieux même, Omar, mieux même. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant c'est tangible que nous avons du pétrole au large de nos côtes, créer carrément un ministère. Créer non seulement un puissant ministère de l'économie du pétrole, un peu comme en Arabie Saoudite avec l'ancien ministre Yamani, ou bien non, au Nigeria il y a beaucoup de faiblesses par rapport à cela. On pourrait y revenir. Vous voyez par exemple disons tout le pataquès donc des financements qui sont partis et qui ne sont jamais revenus avec l'État. Oui, c'est la gouvernance. Ouais. Donc ça c'est extrêmement important. Mais il faut également une interdisciplinarité au sein justement de ce COS-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire oui nous sommes des pétroliers et c'est uniquement l'apanage. Il faut des psychologues. Et ils ont commencé parce que je pense qu'il y a des universitaires qui ont. Il y a des universités, il y a des compétences. La diaspora qui ont venu rejoindre. Et puis l'autre chance que le Sénégal a par rapport justement à cette question du pétrole, c'est que d'abord nous ne devons plus avoir, nous n'avons plus droit à l'erreur. Du seul fait que quand même la longue trajectoire du pétrole depuis 1859 que le pétrole a été découvert jusqu'à maintenant quand même. Nous avons un stock de connaissances qui nous permet d'éviter certaines erreurs que d'autres pays ont commises. Ça, c'est un aspect. Mais deuxième chose également, au moment où nous parlons justement du pétrole au Sénégal, il y a des Sénégalais qui ont investi dans le pétrole depuis plus de 20, 25 ans. Ils sont à la retraite, donc disponibles. Oui. Ils peuvent également intégrer justement ces structures pour travailler, ne serait-ce donner leur expérience, leur vécu, et ensuite faire éviter justement au pouvoir. Avant ça, il y a l'information nécessaire. Les gens doivent savoir, effectivement. Oui. Aujourd'hui, effectivement, il y a des sites qui ont été créés, l'accès à l'information. Les contrats sont couverts du sceau de la confidentialité. On ne peut pas les mettre totalement à la disposition du public, mais le gouvernement doit mieux communiquer sur le pétrole. Dire les choses à temps. Sur la question de Total, par exemple, oui. Moi, je me pose une question, et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé une réponse. C'est quoi? Laquelle? Il y a 5 ans, Total avait décidé justement de quitter le Sénégal. Pour des raisons qui lui étaient propres du point de vue stratégique. Parce que n'oubliez pas également que quand on regarde la géostratégie mondiale, dans certaines zones, il y a un épuisement justement des réserves de pétrole. Et dans d'autres maintenant, on arrive à découvrir justement qu'il y a en fond marin, il y a énormément de réserves pétrolières. Et dans ce micmac, le Total était sorti du Sénégal. Et soudain, on annonce que le Sénégal regorge de pétrole et voilà que donc Total revient en grande force avec justement des grandes campagnes de communication. Total revient parce qu'il a des intérêts. Mais parfaitement, je veux dire, mais non, d'un certain point de vue, il y a quand même quelque chose qui cloche. Pourquoi Total, étant ici au Sénégal, n'avait pas... Où Total a eu des problèmes. Total a eu des problèmes un peu partout dans le monde. Mais donc Total manque de y compris au Gabon. Oui. Où l'une des difficultés de Ali Bongo, c'est justement d'avoir voulu évaluer la relation avec Total et qui lui a valu les difficultés qu'il a. Donc aujourd'hui, même Total, dans le capital de Total, il y a eu des mutations profondes. Ah oui, mais l'État français s'est beaucoup désengagé de Total, qui est dirigé aujourd'hui par un dirigeant belge, je crois, et quelques sociétés. Et qui était récemment à Dakar. Et ils ont une approche un tout petit peu locale. Il nous reste 2 minutes pour terminer avec la France, hein, très rapidement, parce qu'on est toujours à Total. Macron, Le Pen, quel intérêt pour le Sénégal pour que l'un d'eux soit élu? Et beaucoup de gens estiment qu'aujourd'hui, que Macron a 39 ans, et avec son arrivée au pouvoir qui est peut-être probable, que la plupart des chefs d'État africains aujourd'hui sont les grands-pères de Macron. Oui, c'est bien dit ça. Probablement, je vois où tu vas en venir. Mais en vérité, effectivement, la France, vous voyez, tout le temps, on a dit que la France était une nation conservatrice, qu'elle a peur du changement parce qu'elle ne sait pas ce que le changement réserve. Mais du coup, avec justement ces deux individualités-là qui sont présentes au deuxième tour, aujourd'hui, en tout cas, la France va changer de visage. C'est un nouveau visage. Est-ce qu'elle va changer de politique? Mais non, d'après, quand on regarde un peu le programme de ces deux, on sent effectivement qu'il y a une volonté au moins quand même de transformer un certain nombre de choses en France de façon à donner à la France la position qu'elle n'a jamais cessé d'exercer sur le plan international. Il y a eu des affaiblissements dus à des errements politiques des dirigeants anciens, mais les nouveaux qui arrivent là, que ce soit Marine Le Pen, c'est une femme, donc c'est une nouveauté, que ce soit Macron, c'est également un jeune, il a moins de 40 ans, mais il a une compréhension justement des phénomènes du monde, des dynamiques internationales, si bien que sa lecture de l'Afrique peut être une lecture très intéressante, d'autant que dans son entourage, me dit-on, et je le sens et je le crois, d'autant que dans son entourage, il y a quand même une diversité justement d'horizons et d'origines
disons des gens qui lui sont proches, des Sénégalais, des Tunisiens et des Marocains. Peut-être que cette lecture-là aussi, il pourrait faire cette lecture du Sénégal, de l'Afrique et donc disons du tiers-monde à partir maintenant d'une nouvelle grille de lecture que lui proposait justement ces. Est-ce que fondamentalement Macron peut changer la politique des entreprises françaises en Afrique qui ont leurs intérêts? Est-ce qu'il peut se heurter à ces intérêts-là? Au fond, la question de fond. Macron, c'est un libéral très flou. Autant Marine Le Pen, c'est de la démagogie. Autant Macron essaie de mettre... Ni gauche ni droite. Ni gauche. Macron, c'est un tout petit peu la pédagogie du flou. Et comme on dit, dans le flou, il y a du loup. On ne comprend pas exactement ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est un pis-aller. Mais évidemment... la jeunesse n'est pas aussi une assurance tout risque, il faut quand même le dire. C'est pas parce que quelqu'un est jeune qu'il va fondamentalement apporter les transformations sociales. Moi, ce qui m'inquiète chez Macron, pour qui j'aurais voté si j'étais français probablement, c'est aujourd'hui l'absence de précision de ses politiques, le fait qu'il veuille chercher dans tous les dans tous les secteurs des partisans, le fait que ces programmes une sorte de bouillabaisse. C'est une sorte de bouillabaisse et on se demande si la mayonnaise prendra. Mais à sa décharge quand même, à sa décharge quand même, depuis par exemple, disons que le centre a voulu exister en France et qu'il a été combattu justement par la gauche et la droite. Mais il n'y a pas un centre. Oui, il n'y a pas un centre. Oui, mais parfaitement. Au moins quand même, il arrive à fédérer ce qui n'a jamais eu lieu en France. Il arrive à fédérer la droite et la gauche. Aujourd'hui, quelle sera l'attitude des chefs d'État africains, les Denis Sassou Nguesso, les Mugabe, les Obengama, devant Macron qui est le petit. Oui, mais c'est déjà devrait dégager le principe du dégagisme déjà qui a prévalu un peu en France avec les primaires et l'élection probable de Macron aujourd'hui doit guider effectivement ces mêmes dirigeants africains, Mugabe, Obiangema, Sassou Nguesso, le grand-père de Macron. Et également au Sénégal, même si nous avons un président jeune, nous voyons quand même que dans les institutions, il y a quand même des personnes qui sont de certain âge et qui devraient pouvoir aussi bénéficier vous savez, Alassane, du dégagisme. Quand j'étais journaliste en exercice à l'Union africaine, par exemple, j'ai couvert beaucoup de sommets de l'Union africaine là-bas, mais les nouveaux jeunes présidents qui arrivaient avaient du mal à composer avec les anciens. On les voyait dans les couloirs, peut-être ils se saluaient simplement de la tête. C'est simplement parce qu'il y a une mutation qui est en cours. Mais la jeunesse n'est pas une nationalité. Non, je ne dis pas, c'est la nouveauté moment. Pas la très conservateur, c'est clair. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, voilà, vous voyez. Le temps que nous ayons parti est terminé. C'était une provocation par rapport aux anciens présidents africains qui sont là depuis plus de 35 ans, 40 ans et qui vont retrouver Macron, le petit-fils. Qui devrait quand même dégager. À la technique, Abdoulaye Diop, Micro Alassane Samba Diop, nous étions avec Momar Sili Ndiaye, journaliste éditorialiste, Mamadou Ndiaye, spécialiste de la communication, journaliste aussi économiste, qui a fait beaucoup d'agences, l'agence France Presse, qui a travaillé dans d'autres journaux spécialisés en économie. À la technique Abdoulaye Diop, Micro Alassane Samba Diop. Bon dimanche à tous.